Ah, c'est beau, Alexandre. Moi, je pourrais entendre jouer du piano pendant des heures. Je trouve ça sublime. Et c'est qui? Alors, c'est Coraline Parmentier. Elle est à Nyon depuis quelques temps, mais elle est encore inconnue. J'ai eu la chance de la rencontrer lors de la soirée des acteurs culturels. J'ai eu un coup de cœur pour cette femme. Je trouve qu'elle assure. Elle parle de musique un peu comme personne, de manière très originale, de par son parcours aussi. Donc, elle sera avec nous aujourd'hui en plateau. D'accord, et je vois aussi sur tes fiches, Andrea, que nous Tu allons... m'as piqué mes fiches. Bah ouais, pour savoir un peu le programme, parce qu'apparemment, on va recevoir Martina Shiba. Oui, star de la RTS. Elle a écrit un roman intitulé Rendez-vous, qui existe déjà depuis quelques temps, mais il paraît qu'il pourrait sortir au cinéma, et puis elle est en train d'écrire le 2e tome. Donc on va la recevoir aujourd'hui, c'est notre invitée star du plateau. Et toi? Ok, et regarde, tiens, je te donne tes fiches, parce que moi, je vais me mettre en route, Andrea. Ay, ouais. Chico, ¿dónde vas? En fait, je vais à la rencontre des amis de la montagne du Guerrero. En fait, c'est une région assez pauvre au Mexique. Je te parle espagnol et toi, rien. Tu continues en français, donc tu sais pas parler espagnol. Ah non, je sais pas du tout parler espagnol. T'as même pas compris ce que j'ai dit. Non, mais par contre, j'aime la cuisine mexicaine et je vais la déguster justement parce qu'il y a un repas de soutien pour ces amis de la montagne du Guerrero, donc cette région pauvre du Mexique, avec des indigènes. Et puis, il y a des Nyonnais qui veulent justement aider cette population-là. Donc, je vais aller rencontrer ces amis de la montagne du Guerrero et déguster la nourriture mexicaine. Muy picante. Alors, Ciao, à tout Chico. à l'heure. Voilà, vous connaissez la maison, on vous pose ici, vous êtes bien installés. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. C'est jeudi, c'est culture, vous connaissez la chanson, on s'amuse. Alexandre, ¿dónde estás? Tu es bien arrivé. Est-ce que estás comiendo o no? Oui, Andrea. Alors non, je parle toujours pas espagnol, ça va être compliqué. Mais heureusement, regarde, je suis arrivé dans la maison d'Oscar, on est à Nyon. Et puis c'est un véritable musée, hein. Il m'avait pas menti. En arrivant ici, regarde, il y a même Shiva, taille réelle, qui empêche les démons d'entrer. Je crois que c'est de bons présages. Voilà, bonjour Oscar. Merci Salut. de m'accueillir chez vous. De rien, de rien. Ouais. Alors c'est un musée, pourquoi? Il y a vraiment plein de choses, mais un peu de partout dans le monde, et puis notamment du Mexique, hein. Vous êtes à moitié mexicain, à moitié nyonnais. Pourquoi vous collectionnez tout ça ici? Donc c'est en partie la faute du Mexique, c'est en partie la faute de la famille aussi, parce que on a une famille qui est multiculturelle finalement. Mon père est mexicain, il est né là-bas, et ma mère, elle est moitié suisse, moitié danoise. On a eu des amis dans la famille qui sont japonais, on a beaucoup voyagé aussi, et puis c'est ça qui a fait ce joyeux bordel. En fait. Voilà, cette joyeuse collection, effectivement. Et alors, on voit cette géante sauterelle là-bas, qui est imposante quand on arrive, mais on va se diriger ici parce que on parle de la montagne du Guerrero, cette région justement du Mexique. Et puis, vous avez un masque très spécial qu'on voit juste ici. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, alors ça, c'est un petit artisan de la montagne de Guerrero qui l'a fait. Donc c'est des poils de porc-espine, le porc-épic. Porc-épic, voilà. En français, ça en va. Et ensuite de ça, donc c'est une région indigène, donc c'est un artisan nahuatl qui l'a fait. On fait beaucoup de danses au Mexique, donc on les utilise pour faire des défilés et des danses rituelles. Voilà, ça fait partie de ça. C'est un jaguar. Là. Un jaguar. Et donc, oui, on fait de l'art au Mexique, mais on fait aussi de la nourriture. Et oui, Andrea, parce que je te disais, il y a un repas de soutien qui est organisé et on a le chef mexicain qui est ici, Gerardo. Bonjour, hola. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Merci. Très bien. Ah oui, tu vois, il parle quand même un petit peu français. Alors, Gerardo, vous nous préparez un menu. On voit ici, regarde Andrea. Qu'est-ce que c'est ce menu? Il y a Oscar qui fait la traduction en même temps. Hein. Vamos a hacer pambazos. El pambazo es un pan blanco relleno. Normalmente en México se hace de papa con chorizo, pero aquí lo hicimos un poco al estilo de Nyon. Alors, c'est un pambazo, c'est un type de plat, on l'appelle comme ça là-bas, c'est un sandwich mexicain au pain blanc. Et donc là, il y a la farce qui est ici. Normalement, on le fait avec de la pomme de terre et du chorizo et une saucisse mexicaine. Mais là, comme c'est la saison du saucisson vaudois, on l'a fait au saucisson vaudois. Ah ben voilà, moitié mexicain, moitié nyonnais, Andrea, tu vois. Et puis, il y a Edith qui est juste là-bas aussi. Et puis qui est la fondatrice justement de cet espace culturel à la montagne du Guerrero. On va parler de tout ça ensemble. Ça sent très bon, je te le dis. J'adore, me gusta, cette version du saucisson vaudois à la mexicaine. Alors ça, à la maison, on la veut tous. On se retrouve tout à l'heure justement pour connaître la recette. Notre invité du jour, notre invité d'honneur, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Martina Shiba. Bonjour, bienvenue. Venez seulement. Bonjour Andrea. Bonjour, prenez place. Mais merci. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. On va parler de ouvrage. Je me réjouis de tester ce canapé. Il est comment? Voilà, il est fait très bien. Je vais me tenir droite comme ça. Comme voilà. celui-ci, hein. Parfait.
Je suis prête. C'est comme chez le psy, il y a le fauteuil qui va avec. Mais je suis prête à dire beaucoup de choses. J'espère bien, parce que ce livre existe depuis un bon bout de temps déjà, 2022, avec une 4e édition, peut-être un passage dans le futur dans le cinéma. On va en parler avec vous. Vous êtes une star du petit écran de la RTS, journaliste également, et j'aimerais commencer cet entretien de cette sorte. Si vous aviez pu vous interviewer vous-même, quelles questions vous aurez rêvé qu'on vous pose au sujet de cet ouvrage et qu'on ne vous a jamais posé? Ça serait laquelle? Qu'on m'a jamais posé. Oula, alors ça c'est une colle, mais c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez annoncé à votre amoureux que vous alliez faire un livre avec votre histoire. C'est très intéressant, dans une autofiction comme ça, où on raconte en grande partie sa vie, on implique des gens. Et les gens ont dit oui, c'est une vraie histoire et tout, mais ils ne se sont pas tellement demandé ce que l'autre personne qui est portraiturée dans ce livre a bien pu penser. Et j'aime bien dire que mon amoureux, qui est toujours dans le circuit autour de moi ces temps, il a été très très cool avec ça. Parce que ce n'est pas évident de figurer dans un livre et ce n'est pas évident d'y être d'une manière qui n'est pas toujours super valorisante. Parce que je raconte des épisodes drôles, je raconte des épisodes tristes, je raconte des trucs où on est très cool, et puis je raconte des trucs où on est ridicule. On est humain, on est humain, c'est ça. Et donc, il faut accepter, de la part d'un homme qui a 60 ans, d'être décrit de cette manière et d'avoir suffisamment d'humour, qui est une de ses grandes qualités, pour accepter ça et dire, voilà, je la laisse écrire comme elle a envie. Et ça, c'est un cadeau. Alors, on ne connaît pas la réponse, mais on la saura d'ici quelques instants. Justement, comment est-ce que votre amoureux du Sacré-Cœur aura réagi à cette annonce? Mais racontons déjà peut-être l'histoire, le pitch de ce livre, c'est lequel? Alors, le pitch, il est très simple. C'est une femme dans la petite cinquantaine qui est divorcée, qui a 2 enfants ados, jeunes adultes, qui bosse, qui commence à avoir des problèmes de santé, qui a des parents en fin de vie, qui commence à sentir qu'elle est un peu ringarde au boulot. Enfin, vous voyez, toutes les joyeusetés de cet âge-là, et qui se dit, mais finalement, il n'y a pas de raison que ma vie amoureuse soit laissée de côté, et il n'y a pas de raison à ce que ma vie sexuelle aussi soit laissée de côté. Et donc, elle s'inscrit à un moment donné sur des sites de rencontres, et puis ça se passe très très mal, évidemment, comme c'est souvent le cas. C'est difficile, c'est décevant, c'est compliqué. Et puis par hasard, par une erreur d'algorithme, elle tombe sur un Parisien qui répond, il commence à chatter un peu, et il y a un rendez-vous qui se fait sur les marches du Sacré-Cœur avec ce type qu'elle n'a jamais vu, en fait, et avec un parfait inconnu. Et tout le monde lui dit, mais vas-y pas, il va te découper en morceaux, on va retrouver ton corps dans une cave, où il va juste faire l'amour avec toi, il va te larguer, etc. C'est une connerie et tout, et elle y va quand même. Oui. C'est ce qui est très surprenant dans cet ouvrage, c'est que c'est une autofiction, comme vous le dites, romancée ou pas. On ne dira pas qu'est-ce qui est vrai ou pas. On peut. Sans tabou, on parle de tout sans tabou, c'est ce que j'adore dans ce livre, Martina. Mais si on revient aussi sur vous, de par votre parcours en tant que journaliste, est-ce que c'était évident finalement de parler de sa sexualité comme ça ouvertement? Bon, moi, j'ai jamais eu tellement de tabou à parler de ce genre de choses. Et dans mon travail de journaliste, je me suis toujours basée sur la petite histoire qui raconte la grande. J'aime bien partir de petites choses qui arrivent dans la vie de tous les jours pour décrypter, raconter la société. Et puis, j'ai animé, produit une émission qui s'appelait Scène de ménage entre 2005 et 2009, qui était un magazine de société, après avoir fait de la politique, de l'économie, de la culture, de la consommation. Et j'ai toujours dit aux journalistes qui travaillaient pour cette émission avec moi, il n'y a aucun sujet dont on ne peut pas parler. Même à 20h, même au plus grand public. Il faut juste que ce soit fait de manière accessible, intelligente, fine, marrante, pas choquante, mais tout est possible. Et je vous jure qu'on a fait, on a raconté tout ce qu'on pouvait, y compris sur la sexualité, et on n'a jamais eu de problème. Parce que quand on le fait de manière informative, distrayante, et encore une fois pas choquante, eh bien ça va. Donc j'ai pas de raison de me censurer quand j'écris un livre
un roman ou une chronique. Du coup, vous dites tout et cet amoureux du Sacré-Cœur, comment il réagit du coup à l'annonce où vous lui dites tu seras la star de mon livre? Alors je ne lui ai pas dit tu seras la star de mon livre. Je lui ai dit voilà, je vais écrire un livre qui part de la rencontre sur les marches du Sacré-Cœur. Donc fatalement, on va parler de toi. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait un peu ouais. Bon, au début c'était un peu comme ça. Et puis chapitre après chapitre, je lui lisais. Alors bon, il a oublié certains trucs. Mais chaque fois, il disait « Ouais, mais là, t'es sûr? Ouais, mais là, on a vraiment fait ça ?» Puis je disais « Ouais, mais des fois, c'est de la fiction, des fois, c'est vrai et tout. » Donc, et puis 2-3 fois, j'ai écouté aussi ses remarques. Je me suis dit « Tiens, là, je peux changer. » Et ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, il y a des gens qui lui disent « Ouais, mais non, mais t'as quand même pas fait ça, t'as quand même pas fait ci. » Puis il revient vers moi, puis il me dit « Mais t'as vraiment raconté ça ?» Parce qu'il se rappelle plus. Mais il le prend de manière très, très cool. Ce qui est une de ses qualités. Il a beaucoup de défauts, mais il a cette qualité-là. Vous en parlez aussi, justement. Je vous propose que vous nous lisiez un petit extrait, justement, un passage que vous avez choisi. Vous me disiez que c'est un passage qui parle toujours aux gens. Pourquoi? Alors, vous dites le livre parle toujours... Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que moi, j'étais plutôt une chroniqueuse, une journaliste de TV, puis je faisais des livres qui étaient plutôt assez sarcastiques et tout. Et là, on m'a dit, en fait, tu m'as fait rire, mais tu m'as aussi fait pleurer. Et ça m'a touchée. Et je pense qu'il y a quelque chose que les gens sentent dans cette histoire, c'est mon éditrice qui le dit, c'est pas moi, qui est que ça s'est vraiment passé, la plupart. Et que donc ça sort des tripes, du cœur, du cerveau. C'est pas quelque chose qui est calculé en disant on va faire cette scène, parce que là on pourrait inventer un truc marrant, puis là il faut qu'on mette un peu de triste, puis là il faut qu'on rajoute un personnage. C'est assez brut, c'est raconté comme tel. Et je pense que les gens s'y sont beaucoup retrouvés. Allez, on va profiter de cet extrait en votre compagnie à la maison. Alors, on vous fait vivre. Oui. Moment. Alors, je situe juste le truc, c'est que, donc, la femme monte à la maison avec ce monsieur le premier jour où elle le voit, parce qu'elle se dit, j'ai pas fait 3 heures de TGV pour rien. Donc, voilà. En 2 mots commençant, ce qui devait arriver arrive. J'ai adoré son baiser, le premier. Le canapé, qui en avait vu d'autres, a servi encore une fois. J'étais dedans à poil et j'étais bien. Le reste n'avait plus d'importance. Jusqu'au moment où l'homme des marches du Sacré-Cœur me propose de dormir sur place. Il est 1h30 du matin, l'heure à laquelle 2 personnes, de notre âge respectable, ont pris leur pilule et sont dans le sommeil paradoxal de la première phase depuis longtemps. À la limite, c'est déjà l'heure à laquelle ces 2 personnes se relèvent pour aller uriner pour cause de prostate hyperactive et de périnée distendu. Donc il est fatigué, ce qui est normal, et moi aussi. Mais je me fige. Ça ne va pas être possible. Coucher, oui, mais se coucher, non. Lorsque vous avez dormi pendant 20 ans avec un conjoint et que tout à coup vous dormez seul, vous vous habituez. Vous avez sur la table de nuit de votre côté la lampe, le réveil, les livres, le médicament, le verre d'eau, les crèmes, le chargeur, les lunettes de lecture. Et de l'ex-côté de l'ex-mari, les journaux, l'ordinateur, le téléphone, le chat, le chocolat noir, voire un monsieur de passage si ça se présente. Alors il ne faut pas se mentir, quand les années passent, ce n'est pas désagréable de dormir seul. Nue, forcément, je me mets en quête de mes affaires. L'indispensable. Mon sac, putain, où est mon sac? Mon porte-monnaie, mes téléphones, mes lunettes, l'accessoire, mes vêtements, mes sous-vêtements, mes chaussures. À 50 ans et à 4 pattes, chercher sa petite culotte dans le noir et dans un lieu qu'on ne connaît pas est une réelle expérience de vie à mettre sur un CV au chapitre compétences. Je me rhabille tant bien que mal, je sors, je claque la porte derrière moi, je me retrouve sur le palier ébloui, cheveux hirsutes, maquillage de panda, soutien-gorge dépassant du sac à main, je descends l'escalier, je fais face à la fameuse porte. Il faut appuyer sur un bouton pour sortir, m'a-t-il dit. J'appuie sur le bouton bleu à gauche et je pousse rien. Je pousse rien. Je tire rien. Je tape rien. Je rappuie sur le bouton rien. Je pousse, rien. Je suis enfermée dans la cage d'escalier d'un immeuble de Montmartre à 2h du matin, le visage livide, le bas du corps en feu et le cerveau aussi. Finalement, peut-être bien qu'on retrouvera les restes de mon corps le lendemain matin à cette adresse. Je serai morte de honte au sens premier. Voilà. Rendez-vous et pour la suite, il faut lire le livre pour savoir si la personne a réussi à sortir de cet appartement. Ouais. Lire le livre ou alors aller au cinéma, parce qu'une option existe, racontez-nous. Alors,
en fait, j'ai été invitée par Pro Helvetia, à ma grande surprise. J'ai trouvé ça vraiment très, très sympa qu'on invite un livre de ce genre-là, qui est un livre plutôt pétillant, plutôt ironique et plutôt sur l'intime, à être présenté à des producteurs au Festival de Cannes. Donc, nous sommes allés avec mon éditrice au Festival de Cannes et avec Pro Helvetia, on a monté les marches. J'aimerais quand Pourquoi même... vous dites ça? Parce que c'est surprenant dans le sens que voilà, le grand cinéma ne rencontre pas quelque chose de plus léger? Non, parce que quand on choisit des livres dans la littérature suisse, c'est souvent assez sérieux. Il y a peu de littérature vraiment un peu marrante, un peu intime, un peu ricanante comme ça, et un peu légère. Et en fait, les producteurs de cinéma cherchaient des comédies romantiques aussi, parce que ça fait partie des films qu'on a envie de produire et que les gens ont envie de voir, et chercher un peu des sujets originaux. Et donc, j'ai été invitée avec ce livre. Et puis, finalement, après beaucoup de rencontres, il y a une société suisse qui s'appelle Point Prod, qui est à Genève, qui a signé une option avec un réalisateur, Jacob Berger, pour faire une adaptation de ce livre. Donc maintenant, ils ont 18 mois pour adapter ce livre en scénario et après décider si on passe à l'étape supplémentaire qui est de faire un casting, de trouver un financement, etc. C'est pas simple, le cinéma. Mais je trouve que c'est chouette. Et il y a une chose qu'on n'a pas dite, il y a une composante qui amène quelque chose d'autre que juste l'histoire d'amour dans ce livre, c'est que le personnage suit une thérapie avec un psy qui est très particulier et qui est un très beau personnage aussi, et qui lui prescrit non pas des médicaments, des anxiolytiques ou des cliniques, mais des œuvres d'art. Et donc elle se soigne en allant voir des œuvres d'art dans les musées. Oui, justement, ces œuvres d'art, on va en voir une à l'écran qui vous parle tout particulièrement. Elle va s'afficher juste ici. C'est un artiste qui fait partie de votre parcours, de votre vie. Oui. Vous dites d'ailleurs, j'aimerais être enterrée avec ces tableaux à ma mort. Pourquoi? Exactement. Celui-là, je l'ai vu au musée Léopold de Vienne. Et c'est un tout petit tableau, il est moins grand que les autres, il est comme ça. Et j'ai acheté cette reproduction que j'ai chez moi. Et depuis mes 18 ans, donc ça fait quand même un moment, ça fait plus de 40, j'ai des très grands posters de Chile chez moi, qui sont effectivement des personnages nus. Alors quand mes enfants étaient petits, puis qu'ils avaient des copains qui venaient, ils disaient « Wow, chez ta mère, c'est un peu spécial ». Et je disais « Oui, mais c'est des œuvres d'art ». Et effectivement, quand j'ai eu 18 ans, j'ai découvert Chile. Et ça a touché un nerf chez moi. Vous savez, comme chez le dentiste, ça fait... Lequel? Ça touche quelque chose de très, très, très profond. Et je suis d'origine tchèque, donc il y a aussi cet aspect Mitteleuropa, n'est-ce pas? Vienne, 1900, c'est une période que j'aime beaucoup. Et depuis, je vis avec ces reproductions. Ce pas des vrais. Si quelqu'un a des vrais, je suis prête, pas à les acheter parce que ça coûte des millions, mais à les prendre. Mais voilà. Et j'ai dit à mes enfants, j'aimerais être incinérée avec, et qu'ils viennent avec moi pour le voyage. Ouais, ça, c'est très fort. Justement, moi, j'ai l'impression que ce livre, finalement, ok, d'accord, vous nous parlez de sexualité, mais ça, c'est juste la façade. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est peut-être cette appréhension aussi de la mort. Vous en parlez quelque part. Et puis, vous dites, j'aimerais être enterrée avec ces œuvres-là de Chile. Est-ce que c'est peut-être ça, la suite, ce rapport avec la mort dans ce deuxième tome? Alors, dans le premier tome, il y a déjà, puisque je raconte le décès de ma mère, qui s'est passé d'une manière extrêmement rocambolesque et tout, et ça vous confronte. C'est des étapes de vie qu'on doit tous passer. Et puis voilà, le prochain qui est au bord du précipice, c'est nous, quoi. La génération suivante. C'est ça. Et effectivement, j'arrive aussi à un âge où on commence à penser à la retraite, où les enfants sont adultes et quittent le foyer, etc. Donc oui, il faut faire ce passage. J'ai rencontré une fois une femme qui est une chamane, et on avait fait un tour en forêt et tout, et elle m'avait dit, tu es à l'automne de ta vie, il faut accepter ça, et il faut faire le tri. Et je trouve que c'est très intéressant comme période de la vie, quoi. Et en même temps, il faut continuer à s'amuser. Il faut continuer à y aller, quoi. Dans ce livre, j'explique aussi, je dis, mais voilà, la ménopause, on s'en fout. On peut continuer à avoir une vie super épanouie, même mieux à certains égards. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, mais il y a plein de choses nouvelles qu'on peut faire. Et il faut continuer à danser, il faut continuer à s'amuser, il faut continuer à être vivant. C'est un des messages qui fait aussi que les lecteurs et les lectrices, parce que j'ai un lectorat masculin qui est quand même assez important, disent en fait c'est un livre qui au final fait du bien, quoi.
Un livre qui vous fera peut-être du bien à la maison. Martina Chiba, vous allez rester avec nous Oui. pour la suite, si vous le voulez bien. Alexandre, donc comment ça va en cuisine? Est-ce que cette recette avance? Si. Oui, bien sûr. Alors, la recette avance. Regarde, attends, je te montre vite. Voilà, le chef qui est juste ici, il vient de sortir les pains du four. Donc maintenant, les petits pains, voilà, il va falloir les fourrer avec le papé vaudois. Voilà. Mais pour l'instant, on est ici avec Oscar et Edith pour discuter en fait de cette association des Amis de la Montagne du Guerrero. Et puis Edith est la fondatrice de Ticoso, qui est un centre culturel et éducatif dans la montagne du Guerrero. Et cette association nyonnaise, eh bien, elle vient en aide justement à Edith. Alors, Edith et Oscar, vous vous êtes rencontrés il y a longtemps maintenant. Vous êtes ensemble dans la vie. Vous partagez la vie entre le Mexique et Nyon. J'aimerais déjà savoir, Oscar, comment ça se fait que des Nyonnais aident des Mexicains dans une région lointaine du Mexique? Alors, comme on en parlait au début, moi je suis suisse-mexicain à la base, alors j'avais pas vécu là-bas, on allait voir la famille. Maintenant, ça fait quand même 12 ans que je me suis installé là-bas. C'était un peu un hasard, j'avais terminé l'Uni, et je suis aussi photographe, alors je voulais dévaler le Mexique. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette région particulièrement? Edith, ah oui, c'est une bonne raison. Et pas seulement la culture, c'était impressionnant pour moi de rencontrer le Mexique indigène que les gens ne comprennent pas. C'est un monde qui est très hermétique finalement, parce qu'il est pauvre, et puis c'est aussi des cultures dont on n'a pas entendu parler souvent. Il y a 68 langues qui sont parlées actuellement au Mexique encore et 20 millions de personnes qui le parlent. Donc ça fait quand même plusieurs fois la Suisse en termes de population. Et il y a toujours ces populations indigènes qui vivent là-bas, alors effectivement dans un milieu assez pauvre pour le Mexique. Et donc c'est ça qui vous a donné envie de soutenir aussi ce que fait Edith? Absolument, oui. Moi, je suis tombé amoureux du personnage aussi parce que elle a toujours dédié sa vie aux autres et à sa région. Et voilà, je me suis dit, je prends le train en marche. Et puis, on a passé quelques années. Et ensuite, Edith a fondé Ticoso il y a 5 ans. Et puis là, on a commencé à, comment on dit, structurer les choses qu'on faisait, justement. Alors, Edith, on va traduire avec Oscar, bien sûr, pour vous parler. Mais comment est-ce que vous pourriez nous décrire qu'est-ce que c'est la montagne du Guerrero? Di Indo Natayo, los saludo en mi idioma, el idioma de la lluvia. Pues para nosotros la montaña pues va a ser nuestro hogar. Es similar a Suiza porque también hay muchas montañas. Creo que también por eso nos conectamos con Oscar. Es otro tipo de montaña. Pero, Ah là, j'ai compris qu'il y avait des similarités avec la Suisse parce qu'il y avait les montagnes. Mais quoi d'autre, Oscar? Absolument. Alors, ce qu'elle nous racontait, elle vous a salué dans sa langue, donc qui est le Tunsavi, qui est une des 68 langues dont je vous parlais. Et puis, pour elle, en premier, la montagne, c'est son foyer, c'est de là où elle vient. Pour eux, c'est très important, l'appartenance. Et ce qu'elle nous a dit ensuite, c'est que c'est similaire un peu à la Suisse, parce que c'est une montagne aussi, finalement, et qu'elle voit aussi des points communs là-dedans et dans le caractère des gens. Edith, qu'est-ce que vous pensez de la Suisse? ¿Qué piensas de Suiza? Ya, pues es un pueblo, es una región muy diferente, pero yo creo que como que hay muchas cosas que podemos conectar, ¿no? Desde que yo vine acá, pues es un lugar como tranquilo, ¿no? Yo creo que como buscar acceder a muchos derechos, a muchos temas de justicia social, temas de salud, en temas de la buena alimentación. Eso es como lo que me gusta, ¿no? Poder disfrutar de un buen café. J'ai compris qu'il y avait une forme de tranquillité, ça en Suisse, et puis une justice sociale aussi. Alors, ce qu'elle nous racontait, c'était que c'est des mondes qui sont aussi très différents finalement, mais qu'il y a des manières toujours de connecter. Et que pour elle, c'est important aussi de sensibiliser les gens et de connecter sur des thèmes comme la justice sociale, la santé, l'alimentation. Donc en l'occurrence, on a un projet d'accompagnement de patients parce qu'on a un système de santé compliqué dans la montagne de Guerrero. Et on les accompagne jusqu'à la ville de Mexico, des fois pendant 2 mois. Et voilà, on travaille aussi avec les médecins suisses. Voilà. On en discutait quand même hors caméra avant. Edith m'a tout de suite dit que c'était très ordré la Suisse. Hein. Oui. Pour un Mexicain, il faut rentrer dans le moule. Des fois, c'est pas facile. Ouais, voilà. Il faut s'adapter. Puisqu'on parle de la culture de la montagne du Guerrero, montrez-nous, Edith. J'ose prendre les. Voilà. Alors, ça, c'est le guépard, hein, c'est ça? Léopard. Jaguar. Oui. Bon, il y en a 3.
Alors le jaguar qui symbolise en fait l'état de la montagne du Guerrero, c'est ça, hein? Symboliza el estado de Guerrero. Et quelles sont, justement, vous nous avez ramené ces petites pièces, ces petites sculptures qui ont été faites directement là-bas. Quelle importance ont ces œuvres d'art et le jaguar à la montagne du Guerrero? Sí, bueno, el guerrero es representativo, ¿no? En el escudo del estado, así como aquí es el pez, Nyon, allá es el jaguar, el escudo de Guerrero. C'est comme le poisson chez nous à Nyon. J'ai compris, Oscar. J'apprends l'espagnol au fur et à mesure, Andrea. Muy bien. Y es el símbolo también de los guerreros que en la época prehispánica pues estaban, ¿no? Son los que han librado las batallas, representan la fuerza también. En algunos casos pues se asocia con deidades también a los que se les pide la fuerza, a los que se... Là, il faut une traduction, Oscar. Bien sûr. Alors, c'est déjà effectivement sur l'écu de l'état de Guerrero, il y a le jaguar qui apparaît. C'était le symbole donc des guerriers à l'époque préhispanique, et puis aussi c'est un symbole de force. Et c'est aussi lié aux déités et aux animaux que les gens ont quand ils naissent. Ils ont beaucoup de croyances qui sont liées à ça. Et puis voilà, c'est lié à leur aussi religion propre. Et vous nous avez ramené aussi, voilà, ces deux petites vaches qui ont été sculptées, faites en poterie à la main, voilà, par des femmes, donc de la montagne du Guerrero. Voilà un petit peu. Ah, une autre. Ah, voilà, regarde comme elle est belle, Andrea. Voilà un petit peu un aperçu de la culture de la montagne du Guerrero. Et puis, du coup, si vous voulez en savoir plus, c'est la Cena Mexica. C'est cette soirée qui est organisée samedi où, justement, on va pouvoir déguster les plats du chef Gerardo qui vont finir de cuire et qui vont finir d'être préparés. Regarde, je te montre juste, Andrea. Moi, j'ai les babines, justement, qui frétillent. Hein, donc, j'ai hâte de goûter ça, même si j'ai vu du piment sur la table. Ça m'inquiète un petit peu. Réponse après. Voilà, ça fait rigoler Edith aussi, qui a tout compris de ce que je viens de dire. On se retrouve après pour la dégustation. Oui, on te fera un petit passage très court tout à l'heure. Merci Alexandre, à tout de suite. Et puis justement, puisqu'on parle du Mexique, ça devrait plaire à notre invitée suivante, puisqu'elle crée au travers de la musique des passerelles entre l'Occident et l'Orient, au travers de la musique. Coraline Parmentier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Coraline, bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Andrea. Bonjour. Prenez place. Enchantée. Aux côtés de Martina. Alors, vous êtes arrivée à Nyon il y a environ une année. Je ne vous connaissais pas. J'ai eu la chance de vous rencontrer lors de cette soirée des acteurs culturels à Nyon. J'ai eu un coup de cœur parce que j'ai trouvé que vous parlez de manière décontractée de la musique classique, qui est souvent mise dans des carcans, dans des cases, quelque chose de très strict. Et vous désacralisez un peu tout ça. Vous bougez les codes avec une approche de la musique totalement décomplexée et différente de par votre parcours. Qu'est-ce que vous souhaitez faire de la musique, Caroline? Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est remettre la dimension sociale au cœur de la musique. Parce que c'est vrai qu'en musique classique, on nous garde beaucoup dans ce rôle d'interprète. Voilà, on a le compositeur, son histoire, son œuvre, et il faut suivre la partition, il faut vraiment faire tout ce qui nous est demandé. Mais c'est un petit peu revisiter et sortir de justement ces cases, comme vous dites, pour interagir avec le public. Donner des explications, leur permettre de poser des questions et de se sentir inclus dans le concert qui leur est proposé. Parce que dans les salles de musique classique, c'est vrai qu'à l'époque encore, il y avait un dress code, il fallait être bien habillé, il ne faut pas applaudir entre les différents morceaux. Enfin voilà, c'est très codifié. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer dans les endroits où le public va. Par exemple, vous parliez tout à l'heure, madame, des scènes de vie, du quotidien des personnes. Donc, par exemple, les gens qui vont au marché, ils voient un concert de piano au milieu d'une place de marché, soudainement. Enfin, voilà, c'est un petit peu attirer leur curiosité, leur dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et ils s'arrêtent, ils découvrent. Et une fois que j'ai fini de jouer, on peut parler ensemble, s'ils ont des questions, s'ils ont des requêtes. Avoir une proximité avec le public, finalement. Oui. Chose qui sera faite le 5 octobre prochain au marché de Nyon. Vous irez à la rencontre du public. Le piano, c'est votre instrument, piano dont vous tombez amoureuse à l'âge de 6 ans. Comment il se crée ce coup de cœur? Comment est-ce qu'il naît? Alors, c'était même avant ça, parce que j'ai des photos que mes parents m'ont montrées où j'avais 2 ans, j'étais sur le piano. Et j'ai commencé les cours de piano à 6 ans, mais j'ai déjà commencé seule à 4 ans, parce que voilà, quand j'ai vu l'instrument, je suis tombée amoureuse de ces touches noires et blanches. Et ces touches noires et blanches, c'est un peu mon histoire aussi, parce que comme je suis adoptée,
et que ma famille est blanche en partie. Et moi, je suis noire avec mes 2 sœurs aussi africaines. Et noir et blanc, le piano, les sons, voilà, les graves, les aigus, je me sentais entière quand je découvrais cet instrument. Et ça fait partie de moi et c'est l'amour de ma vie, on peut le dire. Il a un amour de sa vie qui n'est pas une personne, mais qui représente quelque chose, un instrument pour dialoguer, pour s'exprimer, pour raconter des histoires. C'est ça que j'aime. Ouais, Martina, vous-même, vous avez commencé, je crois, le piano, mais vous avez abandonné. Pitié. J'ai fait 7 ans de conservatoire quand j'étais ado. Mais très laborieusement, j'avoue. Et sur les bulletins, c'est toujours marqué peut-être qu'avec un peu plus de travail. Je faisais aussi du sport. Et bon, voilà, on peut pas tout faire. Mais surtout, j'ai pas l'oreille. J'admire les gens qui arrivent à faire de la musique, à avoir l'oreille, à reproduire quelque chose. Moi, j'ai appris à lire les notes, le solfège et tout, et puis à jouer les notes. Mais si vous me jouez une musique et que vous me demandez de la reproduire sur les touches, j'en suis totalement incapable. Ouais. Petit à petit, malheureusement, j'ai abandonné. Ouais. Coraline, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit s'attacher à ce fait d'avoir l'oreille musicale ou pas? Parce que vous-même, vous enseignez aussi. Est-ce que si on n'a pas l'oreille musicale, est-ce que c'est quand même possible? Je crois que vous voulez aussi casser un petit peu tout ça, non? Oui, c'est ça. Il faut savoir que l'oreille d'un musicien, elle n'est pas forcément innée. Elle peut se développer avec le temps si on pratique un instrument ou si même on écoute beaucoup de musique, si on est mélomane. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut toujours littéralement tendre l'oreille pour savoir un petit peu quel est notre rapport, quelle est notre écoute personnelle, parce que c'est vraiment une expérience propre à chacun. Mais cette oreille musicale, elle est... Je suis sûre que vous l'avez... Je ne suis pas sûre, mais voilà. Peut-être qu'à la retraite, je recommencerai un petit peu à jouer une valse de Strauss ou quelque chose qui me plaît comme ça. Mais non, c'était laborieux. Voilà. J'ai trouvé ma musique, en fait, en écrivant. Ouais, parce qu'il y a un rythme aussi dans l'écriture. Mais bien sûr, dans l'écriture, c'est une symphonie. On accélère, on ralentit, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il faut entraîner les gens, il faut du rythme. C'est une architecture. Moi, j'aime bien dire ça. Et je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la musique aussi, c'est une architecture. Il faut construire quelque chose. Oui, c'est comme une pièce de musée qu'on présente à la fin. Voilà, on a passé beaucoup d'heures à... Comment on voulait imaginer cette œuvre et elle est là devant nous, on la présente. Donc c'est toujours un moment, une mise à nu aussi de qu'est-ce qu'on a envie de montrer aux personnes qui viennent voir notre art. Mais le sentiment, l'excitation, c'est quelque chose dont je ne veux pas m'en séparer. Et on va vivre cette joie avec vous. Justement, vous avez choisi de nous jouer un extrait. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors, donc, je prépare un album de musique orientale au piano, ce qui est assez inédit, de mêler l'Orient et l'Occident par le piano, parce que le piano, à la base, c'est un instrument occidental. Et avec cet album, je voulais justement sortir de la musique classique savante. Le premier projet, c'était de jouer des pièces de compositeurs arabes, turcs. Et finalement, je me suis dit, mais quand j'étudiais la musique classique, j'étais dans ce rôle d'interprète. J'étais l'intermédiaire entre les compositeurs et le public, mais au final, moi aussi j'ai une histoire, moi aussi j'ai des souvenirs, et donc j'ai décidé de composer la majorité des pièces de l'album pour me présenter moi à travers mon art et mon amour de la musique orientale depuis 10 ans maintenant. Et cette pièce que je vais vous jouer, c'est un hommage au grand musicien algérien Maurice El Médioni, qui malheureusement nous a quittés au mois de mars, et qui a, lui, importé le piano dans la musique orientale. Justement, c'est grâce à lui que le piano, comme le piano que j'ai ici, que je vais présenter, on peut en jouer avec la musique orientale, ce qui normalement n'est pas un instrument de cette partie du monde. Et question très bête que je vais oser vous poser, justement, parce que quand on lit toujours de gauche à droite. Est-ce que dans une partition, justement, qui est orientale, on lit dans l'autre sens? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que la musique arabe ou la musique orientale dans son ensemble, c'est la transmission orale. Donc, à la base, il n'y a pas de partition. C'est par exemple quelqu'un qui joue la mélodie et quelqu'un qui rejoue la mélodie en imitation et en écoutant. La partition, c'est quand même la musique classique occidentale en partie qui a instauré ce système. Donc, les partitions maintenant de musique orientale qu'on connaît, de musique moderne, c'est dans la lecture à l'occidentale, donc de droite à gauche, de haut en bas, mais c'est une très bonne question. Et ça aurait pu être, effectivement, comme la lecture d'un livre arabe dans l'autre sens.
Coraline, la scène est à vous. Le piano est juste là, piano oriental. On vous laisse prendre place. La scène est à vous. Merci beaucoup. Donc, il faut savoir que ce clavier, j'ai pu le louer d'une façon absolument exceptionnelle à Boulard Musique à Morges, qui l'ont fait venir exprès de l'étranger pour que je puisse en disposer. Et ce piano, il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle les quarts de ton. Donc les quarts de ton, ce sont les sonorités, justement, les sonorités orientales. Avec, vous voyez, si, là, par exemple, je vous joue le piano à l'occidental. Vous entendez, on est habitué à ces sonorités. Maintenant, je rajoute les quarts de ton, par exemple, ici, j'appuie et vous voyez la subtilité, la nuance de cette note. Ça, c'est la musique orientale et c'est ça qui, justement, crée cette ambiance et on est un peu bouleversé à l'oreille, mais c'est plus authentique de jouer cette musique, le piano oriental, avec un clavier oriental. Donc, la musique que je vais vous présenter, elle a un rythme particulier qui est traditionnel dans la musique maghrébine. C'est le shahabi. Et le shahabi, c'est ça. Ah ouais, on a envie de danser. Voilà, c'est ça. Il y a le ta, 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 ta. Martina, vous avec moi, on peut mettre le rythme. Non. C'est le canapé. Donc, j'ai pris la base de ce rythme. Et après, je me suis dit, comment rendre hommage à Monsieur Maurice El Médioni, le grand pianiste algérien. Donc, en fait, j'ai créé un shabi pour Médioni, le Médioni Shahabi. Voilà, je vais vous le présenter maintenant. J'ai enregistré déjà une base pour que, justement, je puisse faire comme s'il y avait deux pianistes, comme si on était à 4 mains, mais il n'y a qu'une seule main. Donc voilà, je vais vous présenter la pièce. Ta, 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 ta.
chanter. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir, avec plaisir. On adore, moi j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison. Moi, je trouve cette façon de jouer de la musique, on adore. Hein. Ouais, vous irez au concert ? Ouais, pourquoi on pas, ira c'est peut-être une bonne ensemble. idée. Ouais, voilà, c'est une en bonne tout cas, idée. le plaisir de vous découvrir au marché de Nyon, marché d'automne, le 5 octobre. Coraline, merci beaucoup de nous avoir joué de cet instrument, ce petit moment. On a passé un excellent moment en votre compagnie. J'en perds mes mots, c'est l'excitation, comme vous disiez, on est pris par cette adrénaline, cette émotion, justement, ces pulsations. Martina Shiba, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir présenté cet ouvrage. Rendez-vous, on espère la suite justement au cinéma. Il faut encore l'écrire. Chez nous. Alexandre, bon, cette cuisine, piquant ou pas piquant ? Voilà, c'est prêt. Alors, il faut juste que Gerardo me redonne le nom de ce qu'il nous a préparé. El nombre es pambazo. Pambazo, il y a pas un pambazo, mais au papé vaudois. Voilà, alors je vais goûter tout ça. Alors Gerardo, il est sympa, il m'a mis des couverts, mais moi, on m'a dit que justement au Mexique, et notamment à la montagne du Guerrero, on mangeait justement beaucoup ces petits sandwichs avec les mains. Est-ce que, je vais donner le micro à Gerardo, est-ce qu'il pourrait nous décrire un petit peu sa cuisine et la cuisine mexicaine? Puedes describir tu cocina y la cocina mexicana. Ah, claro. Oui, voilà, comme ça, il nous tient. Je commence. Ok. Bueno, sí, la cocina mexicana, la gente piensa que es muy picante, pero realmente son sabores muy tenues, muy suaves. Es para darle un bouquet nada más. Y los sabores son muy, muy abundantes. Oh là là. Dans la cuisine mexicaine, les saveurs sont très abondantes. On pense au piment directement, mais c'est pour donner de la saveur vraiment. Et c'est pas le seul élément finalement. Ça accompagne le plat. Et la cuisine suisse, ça vous intéresse alors? Oui, c'est la cocina. Sí, claro, pues ahorita hicimos una mezcla, ¿no? De cocina suiza con un poco de cocina mexicana y creo que quedó excelente también. Oh là là, c'est excellent, c'est excellent. Merci Gerardo, on va tous manger peut-être. Voilà, partagez-vous celui-là aussi. Avec plaisir. Et puis, Andrea, franchement, j'en perds les mots aussi, tu vois. Mais si tu veux goûter, c'est ce samedi, du coup, c'est à la salle communale de Nyon. Et en fait, tous les fonds, justement, seront reversés à Ticoso pour aider les indigènes, justement, de cette montagne du Guerrero au Mexique. On vous attend. Je te laisse. Moi, je vais goûter un guacamole fait par un chef mexicain. Voilà, Andrea. Mais moi, cette recette du papé vaudois Mexique, vraiment, on la veut. Ramène-nous un petit peu encore, si tu peux. D'autres dates à ne pas manquer, c'est notre agenda, c'est dans les bons plans, c'est parti. On commence en fête et puis avec l'ouverture du théâtre de Grandchamp qui commence une nouvelle saison. Rendez-vous pour 4 jours de fête du 26 au 29 septembre avec plusieurs concerts, des after-work mais aussi quelques petites surprises. Mon coup de cœur pour ces 4 jours de fête, le samedi 28 septembre à 18h, la pièce Le Voyage de Gulliver proposée par la troupe Les Arpenteurs. Ici à l'image est très originale, un rendez-vous atelier théâtral à 17h, samedi toujours. Avant de voir le spectacle, vous pourrez plonger donc dans cet univers en montant sur scène, en jouant avec le décor et en participant donc à cet atelier créatif. On change d'ambiance et direction la salle communale de Nyon pour participer à un gala de bienfaisance en faveur de l'enfance atteinte dans sa santé. C'est le gala des 3 Lions proposé par 3 clubs solidaires de la côte. Rendez-vous les 4 et 5 octobre à 19h pour un apéritif et terminé en grande pompe avec un DJ set. 2 organisateurs, Elena et Philippe, ont un petit message pour nous. On les écoute. Bonjour NRTV, nous sommes ravis d'inviter tous les téléspectateurs à participer à nos soirées de gala des 3 Lions solidaires. Un programme varié alliant un repas de qualité, des artistes comiques, de la danse, une tombola et une magnifique loterie vous attendent. Ces soirées sont organisées pour soutenir une cause qui nous tient à cœur, venir en aide à l'enfance atteinte dans sa santé. Vous soutiendrez ainsi 2 associations qui s'impliquent sans relâche pour cette noble mission. Différence solidaire et la Suisse. Des questions? Des détails? Les inscriptions? Rendez-vous sur notre site www.3lionsolidaires.ch. Nous comptons sur vous. Autre ambiance, mais toujours à Nyon, c'est le retour du CRES, le collectif Rythme en scène de Nyon qui revient avec un tout nouveau projet intitulé Footloose. Ça claque, ils sont au théâtre de Marans les 28-29 septembre, puis les 4 et 5 octobre. On vous laisse profiter de quelques images. Allez-y, ça vaut le détour. Ils font tout sur scène, de la construction des décors jusqu'aux costumes. Ça claque vraiment. Courez-y.
Autre ambiance du côté de l'abbaye de Beaumont à Chézerel, les vibrations de Beaumont qui reviennent pour cette année du 27 jusqu'au 29 septembre. 3 jours de fête avec cette année une certaine Brigitte Ravenel, célèbre cantatrice de notre région qui est au programme. Et puis, nouveauté, le Brasil qui s'invite dans cette édition. Profitez donc de l'art choral de manière plus rythmée. On a un petit message justement du président du festival en charge de l'organisation du festival, Claude Guignard. On l'écoute. Bonjour NRTV, bonjour Andrea. Voilà, je suis seul devant l'abbaye de Beaumont, mais je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Ce festival, comme chaque année, promet une expérience musicale unique pour les amateurs d'art choral, bien sûr, de musique, mais aussi les passionnés de patrimoine. C'est 3 jours, 3 concerts et un lieu d'exception. Je vous invite à nous rejoindre sur les chemins qui mènent à Beaumont cette fin de semaine et je me réjouis de vous accueillir. À très bientôt. À très bientôt, Claude. Merci pour le message. On continue la montée et direction Saint-Cergue pour la plus traditionnelle des manifestations, la des Alpes, qui est de retour pour une 37e édition. Rendez-vous donc ce samedi 28 septembre avec le passage des troupeaux et des animations prévues dès 8h30. Un concert à 14h avec l'écho du signal de Bernay. C'est tout pour les bons plans et pour cette édition. Très très bon week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao. Ay caramba, ça pique la cuisine mexicaine. Ay corazón muy picante. T'avais les larmes aux yeux, hein, ouais, dis donc. Je te jure. Ouais. Mais c'était passionnant, cette montagne du Guerrero. Je ne connaissais pas du tout cette population mexicaine et j'en ai appris pas mal. On a appris plein de choses cette semaine, Andrea. Oui, c'est vrai. Mais lundi, surtout, on va revenir sur ce moment, un entraînement sportif avec le bébé Seignon qui a commencé sa saison. Il joue ce week-end, notamment chez nous à la maison. Voilà, c'est le début de la saison avec Malé Ndoye qui est passé de joueur à coach. Nouveau défi pour lui. Effectivement. Et en sport, on a parlé aussi d'Alinghi, oui, tu sais, qui était très suivi dans notre région en voile, cette course à l'América qui s'est malheureusement arrêtée assez vite pour donc le bateau suisse. Et puis chez les jeunes aussi, malheureusement, on l'a appris là ces derniers jours, les jeunes également, malheureusement, ont été arrêtés dans leur course. Mais on a interviewé les Nyonnais du Cru. Donc l'interview est à revoir lundi. Et on prendra peut-être de leurs nouvelles, justement. Et mercredi, on a fait une visite médicale. Oui. D'un centre de recherche. Le Genelier Innovation Hub qui va ouvrir ses portes ce week-end pour 2 jours. Les 28 et 29 septembre, on a eu la chance d'avoir la directrice en plateau. Anna Grebner a tout juste 31 ans. Elle devient directrice de ce lieu. Moi, je trouve ces parcours assez fous, finalement, oui, Alexandre. Effectivement. Et puis, il y a une autre personnalité qu'on a reçue cette semaine. C'était Roxane Farreau, municipale à Nyon et présidente de Police Nyon Région depuis bientôt 10 ans. Florian Cavalleri l'a reçue dans FC Politique pour un grand entretien. C'était mardi. Voilà, Andrea. C'est tout ? Bon week-end tout le monde. Bon week-end. Ciao, ciao. Et à lundi.